Bonjour à vous tous. C'est évidemment avec une certaine émotion que je vous accueille pour ce qui est peut-être la dernière conférence de ce long cycle de conférences sur Dante qui ont été adossées à la très belle exposition La Fabrique de Dante, qui aura donc son finissage le 8 janvier et qui aura pu durer 14 mois. Et ça, c'est évidemment grâce au fait que à peu près tout ce qui est montré sont des objets de la Fondation Martin Bodmer. Alors, il faudrait, je le ferai peut-être le 8 janvier, faire une synthèse du bouquet de sujets qui ont été abordés. Là, je voudrais moi-même aborder un sujet, donc aux origines de l'admiration de Martin Bodmer pour Dante, l'origine de l'intérêt précoce pour la Divine Comédie dans le monde germanophone, à Zurich d'abord, puis chez les frères Schlegel, puis chez Goethe en Allemagne. Ça a été plutôt précoce, puisque ça a précédé l'Allemagne et l'Angleterre que cet engouement et cette redécouverte. Alors, j'ai l'idée pour poser les choses un peu schématiquement, de faire un parcours de chronologie à travers Johann Jakob Bodmer d'abord, puis August Wilhelm Schlegel, puis Friedrich Schlegel, et quelques considérations sur Goethe à la fin, qui mériterait évidemment un cours entier. J'ai l'idée d'opposer trois conceptions. L'une, c'est celle de Giambattista Vico, qui écrit en 1725, et dans le catalogue, c'est le commissaire Michael Jacob, ici présent, qui a fait la notice sur ce texte important de 1725, Jugement sur Dante. Alors nous avons une conception d'un Dante qui en fait personnifierait la récapitulation de toutes les valeurs médiévales. Dante, je cite Vico, cité par Michael Jacob, Dante fut l'Homère d'un retour à la barbarie. En fait, il serait la personnification du crépuscule des valeurs médiévales, la récapitulation et la synthèse exhaustive, le bouquet final, mais suivra la Renaissance à laquelle il n'a pas part. N'est-ce pas? C'est en 1452, bien après la mort de Dante, qu'arrivera à Florence tous ces livres extraordinaires issus du sac, de la menace du sac de Constantinople, et que les humanistes redécouvriront Platon, Homère dans le texte, qu'on apprendra le grec, etc. Il y aura une renaissance où Florence a une part pionnière extraordinaire qui annonce la Renaissance en Europe entière. Donc Dante serait un seuil, il serait en bas des murailles de la Renaissance, il serait la synthèse et le crépuscule d'un monde qui finit. Bien. Martin Bodmer, lui, hérite d'une position goethéenne très différente. Dante serait bien la synthèse de tout ce que le Moyen-Âge pouvait savoir de l'Antiquité païenne, également des débats du christianisme de son temps, mais en même temps, Dante serait perspicace et visionnaire et aurait reformulé les choses déjà dans les termes qui annoncent la Renaissance. Le meilleur exemple serait son Ulysse, qui est en rupture totale avec l'Ulysse classique, qui reste dans le pourtour de la Méditerranée, qui se lamente des obstacles qui l'empêchent de rentrer chez sa reine Pénélope à Ithaque. L'Ulysse de Dante franchit le détroit de Gibraltar et s'aventure
de façon audacieuse, épris de curiosité exploratoire dans l'Atlantique. Donc, Dante serait non seulement la synthèse d'un monde qui finit, mais il préparerait les questionnements, il serait entièrement dans l'anticipation, un peu de la façon dont pour Martin Bodmer aussi, Virgile, qui n'a pas connu la révélation du christianisme, a anticipé à beaucoup d'égards les valeurs du christianisme par une sorte de prescience. Et vous connaissez notamment la 4e églogue des Bucoliques, où il y a de façon très curieuse comme une annonce de l'arrivée d'un sauveur et du Messie. Et puis, alors, incroyable, 3e position, qui est celle de Friedrich Schlegel, au début du XIXe siècle. Dante, de nouveau comme chez Vico, n'a rien à voir avec les valeurs de la Renaissance, mais Dieu merci, hein, il est le crépuscule, il est le champion, le héros des valeurs du Moyen-Âge, mais attention, il n'en est pas le point culminant, il n'en est que le chanteur d'arrière-garde qui nous donne juste une idée de la valeur supérieure qu'avait le Moyen-Âge en lui-même. Donc Dante serait bien la synthèse, celui qui a concrétisé de la façon la plus resserrée, la plus artificielle, qui a intellectualisé un monde infiniment plus riche que lui-même qui le précédait. Et c'est quelque chose d'assez étonnant que cette volonté de Friedrich Schlegel que de vouloir reconnecter le romantisme allemand avec les valeurs du Moyen-Âge vif. Je rappelle que si la culture de l'Aufklärung, si la culture des Lumières était une lutte contre les superstitions de la religion, au contraire, le romantisme peut être considéré comme un renouement enthousiasme avec la religiosité et un combat contre les dérives matérialistes et les dangers de l'athéisme apportés par l'hyper-rationalité des Lumières. Alors c'est un tout petit peu à ce parcours que je voudrais vous inviter et sans trop m'y attarder, puisque à tout seigneur, tout honneur, nous sommes dans la fondation Martin Bodmer, j'ai traduit une citation importante de une bibliothèque de la Weltliteratur, le credo de Martin Bodmer de 1947, quand il veut soutenir sa proposition d'une axiologie, Homère, la Bible, Dante, Shakespeare et Goethe. Alors à propos de Dante, que dit Martin Bodmer? Le monde puissant du Moyen-Âge reçoit un miroir ardent qui le résume, Dante, de même que le nom d'Homère fut établi comme point de départ du cercle de matière de l'Antiquité, de même Dante se tient comme couronnement du Moyen-Âge finissant. Il appartient à ce petit nombre d'hommes à qui il fut donné d'incarner une époque de l'histoire du monde. C'est cette idée de Weltgeschichte qui est tout à fait solidaire de celle de Weltliteratur, et le réalisant en poète, d'être en même temps un représentant majeur de la littérature mondiale, en son acceptation la plus élevée. L'Antiquité, le christianisme et le monde germanique se réunissent en une œuvre créée de sa volonté propre, extrêmement personnelle, mais valant encore comme une synthèse conditionnée par son temps, qui elle-même conduit au-delà d'elle-même à une intuition de parfaite nouveauté. Nous ne voyons pas où une situation si exceptionnelle se serait manifestement réalisée une seconde fois. Il n'y a pas de second exemple d'une œuvre aussi synthétique et aussi séminale, aussi matricielle d'une postérité féconde qu'a été celle de Dante. À coup sûr, la vestiture, la forme, le cadre de Dante sont encore du pur Moyen-Âge, dominés par la philosophie aristotélicienne, une conception du monde géocentrée, la scolastique
et le féodalisme. C'est en même temps déjà l'homme nouveau qui s'échappe de la vieille enveloppe. Alors là, c'est évidemment très fort de la part de Martin Bodmer que de terminer avec cette idée d'une échappatoire, d'une ouverture de Dante sur le futur par une citation du Faust de Goethe qui, sur ce point, est tout à fait un élève, un suiveur de Dante. Donc, nous le verrons à l'extrême fin de mon exposé. La fin du Faust 2 est un hommage à Dante. L'idée de l'homme qui sort du tunnel pour accéder à la lumière est solidaire de l'idée de la chrysalide qui devient papillon et de l'homme qui est dans des contraintes, dans des liens, dans des corsets et qui peut tout à coup s'évader. Tout cela grâce à l'effet ductile d'une femme cathartique, nous le verrons. Donc, s'échapper de l'ancienne enveloppe pour accéder à une lumière supérieure et à une jeunesse supérieure, c'est exactement Faust, et c'est Marguerite au ciel, déjà sauvée, qui prononce ces paroles. Donc Faust, après avoir tenté un premier renouement avec la jeunesse, en faisant appel à une pratique interdite, faire un pacte avec le diable et d'offrir son âme à l'éternité de l'enfer en échange d'une jeunesse éternelle qui lui permettrait d'avoir des connaissances accrues, eh bien, voilà qu'à la fin, à l'extrême fin du Faust, voilà que Faust peut accéder une seconde fois, seconde chance, à la jeunesse idéale, et cette fois, c'est celle de l'accès au paradis. Donc, un hommage explicite de Goethe, qui est la boussole et le mentor de Martin Bodmer, un hommage explicite à Dante, et la lucidité de lecture de Martin Bodmer lui permet d'exprimer sa conception la plus resserrée, la plus forte, la plus puissante du rôle qu'a pu jouer Dante, en citant précisément ces mots de Marguerite, nouvelle Béatrice, tirant vers le paradis Faust, alors même qu'il avait été au contact du mal absolu, comme Béatrice a pu le faire précédemment à propos de Dante, qui a été dans la proximité du 9e cercle de l'enfer. Je rappelle que dans l'axiologie de Martin Bodmer, le cortège des 5 géants, donc Homère, Moïse, Dante en position axiale, puis Shakespeare et Goethe, n'est pas forcément seulement un cortège dans un ordre de succession, tel que sur la terrasse à 20 mètres d'ici, les lumières de Mario Botta nous en donnent une image, 5 puits de lumière qui se succèdent. C'est également le pentagramme, c'est le pentagramme du Faust 1, où chaque auteur est connecté avec les autres, et donc il y a une relation de Dante avec chacun, à l'exception peut-être de Shakespeare, mais il a des relations extrêmement étroites avec Homère et son suiveur Virgile. Il a des relations extrêmement étroites avec Goethe également, et bien sûr avec Moïse et les auteurs des 4 évangiles également. Alors, je voudrais commencer par évoquer ce Johann Jakob Bodmer, qui est peut-être pas très connu. Donc, ça a été une de mes fiertés de directeur de thèse que de diriger la thèse de Katja Fries sur Poetische Palimpsest, Parodie und Satire in den literaturkritischen Dichtungen Johann Jakob Bodmers.
c'est un des premiers livres de synthèse sur l'œuvre et l'univers intellectuel de Johann Jakob Bodmer. Alors, Martin Bodmer a toujours été très fier de cette homonymie. Alors, il faut forcer un tout petit peu les choses pour parler de véritable parenté. Si on fait l'arbre généalogique, c'est plutôt une branche cousine de celle de l'ascendance directe de Martin Bodmer à Zurich. Mais en tout cas, c'est le grand homme de la frühe Aufklärung, donc des débuts des Lumières à Zurich. Et c'est quelqu'un qui a tant marqué Martin Bodmer que c'est l'un des 3 portraits qu'il avait à 5 mètres d'ici, dans son bureau. Il avait Johann Jakob Bodmer, Dante et Goethe au mur comme modèles qui l'ont toujours ici accompagné. Alors, ce très grand homme qui a été Bodmer a commencé par traduire, et c'est là qu'il a acquis une très grande notoriété. Il a commencé par traduire le paradis perdu de Milton. Ici, vous avez le portrait qui est à côté, hein, qui est vraiment à 5 mètres d'ici, qui est sur ce mur, mais qui regarde dans le bureau de Martin Bodmer. On a identifié le peintre Anton Graf, et c'est ce portrait qui a inspiré pendant 40 ans Martin Bodmer pour, ici à Genève, continuer, lui qui était d'origine zurichoise, l'œuvre de en quelque sorte son ancêtre. Ici, 2 éditions précoces, l'édition originale du Paradis perdu de Milton, et puis l'édition de 1667, puis l'édition de 1668 du Paradis perdu de Milton. C'est donc en traduisant le Paradis perdu que Johann Jakob Bodmer acquiert des lettres de noblesse. D'abord, c'était un acte de très grande provocation. Boileau, en France, avait dit que le merveilleux chrétien était interdit, était blasphématoire. On pouvait, comme le Tasse, avoir un sujet d'épopée qui était, par exemple, à Jérusalem délivrée. C'est un chevalier qui est chargé d'aller, avec la croisade, délivrer le tombeau du Christ. Alors ça, c'était possible. Et celui qui s'auto-proclamera le grand auteur d'épopée en France, Voltaire, va faire la geste d'Henri IV, la Henriade, c'est-à-dire le grand roi éclairé qui oscille entre le christianisme et le protestantisme, mais qui, avec de toute façon des valeurs profondément chrétiennes, va accomplir une œuvre d'unification dans un climat politique difficile de la France. Par contre, au nom de Boileau, de traiter de la matière même des Écritures saintes, de l'Ancien ou du Nouveau Testament, n'était pas permis. Une autre chose, c'est sur le plan formel. Hein, les Français et les Italiens, hein, qui très fiers de la translatio studii, le bon goût des belles lettres était passé de la Rome et du latin à l'italien et à la botte italienne, donc Florence, Rome et Milan, et puis ensuite c'était passé à la France. Et toutes ces 3 versifications reposaient sur un système syllabique et sur le système de la rime. Que dire d'une épopée comme le Paradis perdu de Milton, qui était ce qu'on appelle en blanc verse, en vers blanc, c'est-à-dire sans rime, et où le système de prosodie repose sur les accents et pas du tout sur le décompte des syllabes. C'est une langue gothique, c'est une langue barbare, ça ne saurait accéder
au panthéon des grandes cultures raffinées et civilisées. Donc, Bodmer, en donnant cette traduction en allemand, en vers blanc, non rimé, avec un refus de décompter les syllabes, mais l'accent mis sur les accents, rattache l'anglais et l'allemand au grec, et donc il donne une toute nouvelle filiation et une respectabilité à ces langues qui, du point de vue de l'Italie et de la France, n'en avaient pas. C'est pour ça qu'il acquiert une énorme réputation. Et par exemple, le jeune Goethe a fait 2 pèlerinages à Zurich pour rencontrer Bodmer en 1775 et en 1779. Chaque fois, il lui apporte un hommage très respectueux. Donc, après ce succès de traducteur, Bodmer produit sa propre épopée à sujet chrétien, qui a eu un certain succès. Das Epos von Noah en 1750, c'est le titre, ein Heldengedicht, et puis il l'appelle ensuite Die Noachide, donc l'épopée à sujet biblique, c'est celle de Noé. Il y aura une immense fortune et des suiveurs. Vous savez que Salomon Gessner de Zurich, élève de Bodmer, aura un succès planétaire avec la mort d'Abel. On aura vraiment décomplexé les auteurs. Vous savez que Klopstock en Allemagne, admirateur de Bodmer, va créer la Messiade, abordant exactement ce que Boileau interdisait de faire, un poème épique où le sujet est la vie du Christ même. Donc, en tant qu'élément catalysateur et responsable d'une décomplexion, on peut dire que Johann Jakob Bodmer a joué un rôle très considérable. Un autre point où Johann Jakob Bodmer a été décisif, et ça va être le point précisément de dispute entre la position de Goethe puis celle de Martin Bodmer, de placer Dante dans une évolution qui regarde vers la Renaissance et les progrès d'une histoire qui a une sorte de téléologie qui va quand même vers une progression, eh bien, et au contraire, Friedrich Schlegel, dont on va un peu parler, pour qui il n'y aurait pas de dépassement possible des grands cycles de l'histoire médiévale. De nouveau, Johann Jakob Bodmer a joué le rôle le plus central. Il a été le découvreur de Wolfram d'Eschenbach, donc le Parzifal, et d'autre part des Nibelungen. Tous ces thèmes qu'il a apportés à lui tout seul à la littérature germanophone et qui vont devenir notamment, évidemment, qui vont connaître la plus grande orchestration avec les opéras de Wagner plus tard. Wagner serait impensable sans Johann Jakob Bodmer et cette mise en valeur de ces manuscrits qu'il a ici découverts. C'est celui qui est tout à droite, qui est maintenant classé UNESCO à Karlsruhe, dont disposait Johann Jakob Bodmer. Donc, il a découvert les Nibelungen. Le Parzifal a été édité déjà en 1753 grâce à Johann Jakob Bodmer, et c'est un de ses élèves, Christoph Heinrich Müller, qui, un an après la mort de Bodmer, qui meurt en 1783, va publier pour la première fois, on imprime le chant des Nibelungen
un poème de chevalerie, et ça va lui donner une diffusion extraordinaire. Alors là aussi, c'est une décomplexion. Suivant Boileau, qui était l'ami intime de Racine, il y avait, si vous voyez les grandes tragédies de Corneille et de Racine, ce sont les sujets de l'Antiquité qui l'emportent. Au contraire, sous l'effet de cette décomplexion opérée par Johann Jakob Bodmer, cette réhabilitation à la fois de la langue germanophone et des sujets du Moyen-Âge, on peut citer notamment 1774 Goetz von Berlichingen. Goethe entre dans la carrière littéraire par une grande œuvre médiévale, ce que jamais on aurait conçu à l'époque en France, et Wieland, qui est un grand admirateur de Bodmer aussi, qui a écrit un éloge de Bodmer, va également traiter dans son roman majeur, Oberon, l'histoire de Huon de Bordeaux, et il publie ça à 3 ans de la mort de Bodmer en 1780. Bref, il y a eu un retentissement international incontesté, et nous avons ici notamment ce tableau célèbre qui est au Kunsthaus de Zurich, où l'on voit Heinrich Füssli, le petit pied, qui prenait au Carolinum, donc c'est là qu'enseignait Johann Jakob Bodmer, il enseignait l'histoire intellectuelle de la Suisse, la culture germanophone et la théologie. Eh bien, vous voyez ici le vieux Bodmer, né en 1698, qui enseigne à ce jeune peintre qui sera l'un de ses meilleurs élèves, sous le buste d'Homère, la force de ces géants injustement méprisés par la culture dominante de la latinité, de l'italien et du français. Homère, Ossian, Dante et quelques autres, Calderon, etc., sont réhabilités dans les cours de Johann Jakob Bodmer à une époque où c'est totalement inédit et singulier. Alors, ce Füssli, je vous rappelle que nous en montrons une œuvre très intéressante dans l'exposition. Martin Bodmer était conscient de cette filiation, et alors même qu'il collectionne les écrits et les livres, il n'oublie pas un très beau dessin aquarellé ici de Füssli sur l'un des cercles de l'enfer. Donc c'est le chant 13 où vous voyez des damnés nus condamnés à être poursuivis par des fauves enragés. Je terminerai sur Bodmer avec cet éloge de Gotthold Friedrich Steutlin. On est 11 ans après la mort de Bodmer, on est en 1794. La roue de la fortune a déjà tourné, plus personne ne lit Bodmer. Il y a eu entre-temps Klopstock, il y a le Sturm und Drang, il y a d'autres choses. Et Steutlin, qui est un écorché vif, qui va mourir à 36 ans, qui est un des tout premiers à avoir découvert et soutenu Hölderlin, va écrire cet éloge de Bodmer, Briefe berühmter und edler Deutschen an Bodmer. Donc, il essaye de rassembler certains auteurs germanophones non ingrats qui n'ont pas oublié ce que Bodmer, le grand Bodmer de Zurich, a apporté à l'ensemble du monde germanophone. Et notamment, dit-il, il rappelle une fois encore, avant Bodmer, nous avions un panthéon regroupant Virgile, l'Arioste et le Tasse. Il est, depuis Bodmer, libéré et il s'est ouvert de façon enthousiaste et prosélyte à Homère, Shakespeare, Milton, Dante, Cervantes, les Nibelungen et le Parsifal de Wolfram d'Eschenbach. C'est un enrichissement considérable
de la littérature par rapport à ces trois nations qui prétendaient avoir le privilège du bon goût, qui étaient donc les trois que nous avons lus. Alors, peut-être rapidement, quand même, une citation de Johann Jakob Bodmer. Il n'y aura pas de troisième, hein, c'est la seconde et la dernière. L'extraordinaire poème de Dante a une part de destinée commune certaine avec l'Iliade. Hein, l'Iliade, Homère était aussi illisible en grec, que Dante était jugé illisible, bien qu'italien, il était un apax, il était un chaos, un désordre, il faisait honte à la littérature policée de l'Italie. On a reproché aux deux de ne pas avoir été rédigés poétiquement en conformité avec notre façon de penser, ni de façon compatible au goût contemporain. Les censeurs de l'art en notre domaine donnent comme présupposé que notre époque moderne est la plus éclairée, la plus profonde, et en conséquence, ils prennent leur concept comme aune et mesure de tout droit jugement applicable rétroactivement au caractère de tous les peuples et de toutes les époques. Il écrit ça en 1763, Bodmer, et il vise explicitement, implicitement, mais ailleurs explicitement, Voltaire, hein, Voltaire qui juge toute la littérature à l'aune des règles de Versailles édictées par l'Académie sous Louis XIV. Ainsi, il régnerait de leur point de vue un mauvais goût dans la composition des poèmes de Dante et une audace gothique coupable dans ses figures de style. Certaines personnes n'ont en effet, à propos de règles, pas de conception plus élevée que celle de recettes à appliquer, véritable moulin à fabriquer des poèmes. Là où ils ne peuvent saisir ni l'art ni le travail, ni suivre la composition en chacune de ces lignes, là où les proportions composent un tissage trop complexe pour leur regard limité et vite embrouillé, ils dénoncent désordre et confusion. Nos censeurs d'art devraient se mesurer à une main plus experte, capable d'écarter le voile d'incompréhension interdisant d'accéder à la spécificité distinguant l'époque de Dante par rapport à la nôtre. Vous mesurez donc la provocation inouïe de Bodmer, alors que le goût commun, et c'était un point de vue généralisé, partagé par tous, on condamnait la barbarie gothique de Dante, son absence d'ordre et de soumission aux règles les plus élémentaires et une espèce de soumission à une imagination débordante qu'il ne savait pas canaliser. Cela le disqualifiait. Et voilà que Bodmer, le premier, à lui tout seul, explique que ce sont ceux qui n'ont pas des organes assez subtils, assez sensibles pour comprendre la profondeur de l'art de Dante qui se trompe et qui, de façon mesquine et anachronique, essaye d'appliquer des jugements qui sont leur petite école, leur petite poétologie restreinte, etc., qui ne savent pas respirer large. C'est incroyable ce rôle de libérateur qu'a pu jouer Johann Jakob Bodmer à cet égard, et Martin Bodmer l'a bien su sentir. Alors, passons à August Wilhelm Schlegel, qui est un très grand homme qui, à Göttingen, donc, qu'est-ce qu'il faut dire, 70 ans, puisqu'il est né en 1767, il naît 70 ans après Johann Jakob Bodmer, eh bien, à Göttingen, il refait tout ce trajet de réhabilitation, en Allemagne cette fois, et non pas en Suisse allemande, il refait ce trajet de réhabiliter, de redécouvrir
Dante, de redécouvrir Calderon et de redécouvrir Homère. Et surtout Shakespeare. Vous savez que Schlegel ce sera l'œuvre de sa vie, 23 ans consacrés avec Tieck à traduire l'ensemble du théâtre de Shakespeare. Eh bien, il va lui aussi repartir des canons universitaires qui sont l'orthodoxie, les provoquer, les remettre en question, et repartant de Virgile, en ayant lu la Divine Comédie de façon approfondie, il est le premier à tirer parti d'une découverte majeure de Johann Jakob Bodmer dont on n'a pas encore parlé, c'est le manuscrit, la Mannese Handschrift, les Minnesänger, les troubadours. Il va découvrir cette coïncidence, ce manuscrit extraordinaire des troubadours germanophones, au fond, sont à rapprocher des troubadours provençaux que Dante célèbre dans sa Divine Comédie et qu'il place très haut dans des places enviables au purgatoire ou même au paradis. C'est un chaînon manquant, et Schlegel écrit à ce sujet, le chaînon manquant qui est intermédiaire entre l'œuvre de Virgile et celle de Dante. Chez Virgile, pensez à l'épisode d'Énée chez Didon ou chez d'autres séductrices. La femme a quelque chose d'éminemment péjoratif. Il a fallu la révolution copernicienne des troubadours pour élever la femme à un élément positif qui, chez Dante, prend toute sa force avec Béatrice. Et ça n'est pas par hasard que Dante célèbre tous ces troubadours, inventeurs de la fine amour et de l'amour de loin et de la sublimation de l'amour sensuel pour un amour qui est étroitement associé à une quête spirituelle. Donc Schlegel est ici un personnage extrêmement important. Il va quitter Göttingen et il va rejoindre dans ce petit monde de Saxe-Weimar où le jeune Goethe a été promu ministre de la Culture extrêmement jeune, en 1775, génie du duc Christoph August de Saxe-Weimar, de faire venir ce tout jeune Goethe, célèbre seulement par son Werther, et de lui confier l'ensemble du dicastère de la culture, programmation des concerts, programmation des théâtres, programmation et des goûts des lettres. Donc, Goethe, à son tour, va faire venir autour de lui un certain nombre d'intellectuels, comme Herder et Schiller, et avec Schiller notamment, mais Herder va publier souvent, ils vont créer cette revue Die Horen, les heures. Les heures sont en fait des déesses qui personnifie donc le temps qui passe, et c'est une revue extrêmement éphémère dont le premier numéro est de 1795. Il y a une douzaine de fascicules en 1795 et le dernier est déjà de 1797. Donc c'est 2 ans extrêmement denses. Vous avez ici l'ensemble de la collection acquise de façon extrêmement miraculeuse par Martin Bodmer, puisque c'est d'une rareté absolue. Vous voyez que ce n'est pas du papier qui était prévu pour durer. Donc, alors que cette revue reçoit les foudres de tout le monde académique universitaire de l'Allemagne, parce que c'est une revue de jeunes esprits libres et indépendants, Herder y écrit sur son idée du Volksgeist. Goethe publie sa biographie, sa traduction de l'autobiographie de Benvenuto Cellini, qui est très audacieuse, qui est remplie d'épisodes de sexualité rugueuse, etc. Goethe y publie également ses entretiens sur les émigrés allemands, qui comportent notamment la première publication
du serpent vert, ce texte qui va tellement compter pour les anthroposophes. Et c'est là, dans cette revue, que Schlegel se sent bien. Il s'établit à Jena, hein, le triangle sur lequel règne Goethe, c'est Erfurt, Jena et Weimar. Eh bien, il s'établit à Jena et il va publier dans 4 de ses fascicules de 1795 des traductions de la Divine Comédie. C'est en 1804 que Schlegel achèvera sa première traduction complète de la Divine Comédie. Alors, le visuel que je vous mets sous les yeux ici, dans cet exemplaire, cette fois relié également de notre bibliothèque, de la revue Die Huren, c'est l'épisode séparé qui va faire connaître au monde entier cet épisode qui a une fortune tout à fait singulière chez Dante de Ugolino. Ugolino, condamné à mourir de faim dans sa tour, enfermé avec ses propres fils qui vont s'offrir comme aliment à leur propre père. Alors, c'est assez extraordinaire de penser la densité de ce moment où Goethe et Schiller vont tourner. Alors que Goethe a été le promoteur de la sensibilité du Sturm und Drang, d'abord avec le Werther, voilà qu'avec Schiller, et vous les voyez ici en majesté à Weimar, c'est la grande statue du duo qui est toujours en place à Weimar, eh bien, ils vont se décider pour un classicisme proprement weimarien, qui doit dépasser, qui doit être en émulation avec le classicisme de Versailles, mais le dépasser en valeur humaniste. C'est là qu'il y a une séparation obligée avec Schlegel. Schlegel ne veut pas de cette dérive vers un nouveau classicisme et Schlegel va se séparer de Goethe et Schiller et fonder avec son frère Friedrich sa propre revue, Athénéum, où avec Tieck, avec Novalis, avec Coralie Schelling, avec Wackern, avec un certain nombre, Schleiermacher et d'autres, Wackenroder, il va publier le premier manifeste du premier romantisme. Donc on aura 2 écoles aussi anti-establishment universitaire l'une que l'autre, mais l'une, celle de Weimar, s'oriente vers l'établissement de codes d'un nouveau classicisme propre à Weimar, alors que celle que fonde Schlegel, dissident de son côté, reprochant à Goethe de renier sa fougue et son enthousiasme de Sturm und Drang, eh bien, ce sera Athénéum, et c'est là-dedans qu'il va publier ses éloges de Dante et ce qu'il pense de Dante en tant que poète d'une religiosité avec laquelle il convient que les jeunes poètes allemands renouent. Donc d'un côté, nous avons le classicisme de Goethe qui fait plutôt confiance à la rationalité, à la raison, mais qui, par rapport au rationalisme cartésien de Versailles, veut rajouter des valeurs morales et une certaine religiosité liée précisément à la conception de la Schöne Seele, et ça donnera Iphigénie en Tauride, en rivalité avec l'Iphigénie sauvage de Racine, ça donnera Torquato Tasso, le poète en prison, et ça donnera Die Natürliche Tochter, dont le sujet est en plein siècle des Lumières pendant la Révolution. Il s'agit de coller à ce monde moderne en train de se créer et de lui donner un classicisme qui lui convienne comme à l'époque, mais c'est obsolète, c'est du passé, c'est archaïque. Racine et Corneille avaient pu le donner à Versailles en leur temps. Eh bien, tout au contraire, Schlegel veut non pas se fier à la rationalité héritière des Lumières,
il veut complètement miser sur un renouement avec les valeurs profondément religieuses du Moyen-Âge, et c'est là qu'il se veut le disciple de Dante, beaucoup plus fidèle que Goethe, qui doit forcément, avec sa nouvelle orientation, se séparer de Dante. Alors, c'est un des miracles, hein, c'est que Goethe avait au fond un trésor secret, quelque chose qui était indépendant de son programme politique affiché, militant, prosélyte, qu'il assumait avec Schiller à Weimar, fonder un nouveau classicisme de façon secrète jusqu'à la fin de sa vie. Ça n'a été publié que posthume. Il couvait son Faust II, qui était le lieu secret, privé, où il réfléchissait sur un rapport d'amour à Dante qui n'était plus possible d'afficher à cause de l'orientation culturelle qu'il prenait. Donc, nous avons ici la rupture de Schlegel qui quitte en 1801 Jena et qui va donner des conférences très importantes à Berlin sur les troubadours provençaux, sur la littérature médiévale et sur Dante. Dante devient un point d'aboutissement. Donc, August Wilhelm Schlegel prépare en quelque sorte les conditions de réinterprétation de son frère cadet de 5 ans, Friedrich, qui provoquera donc nous y venons dans un instant, en déclarant que tout ce qui précédait Dante était encore supérieur à Dante, mais en tout cas, August Wilhelm Schlegel est celui qui, partout, mais à Berlin en particulier, essaime la bonne parole sur la supériorité de Dante comme modèle pour les poètes germanophones et appelant de ses voeux un romantisme. Le romantisme est d'abord une théorie prosélyte qui appelle à plus de religiosité et à se détourner des risques de rationalité contenus dans l'héritage des Lumières. Alors c'est l'occasion de dire que Schlegel, après le succès de ses conférences à Berlin, et donc il y a eu ce grand voyage dans les années 1802 à 1804 de Madame de Staël, qui a rendu visite à Goethe à Weimar, qui a été jusqu'à Berlin, elle ramène Schlegel dans ses bagages comme précepteur de ses enfants. Hein, les biographes disent qu'ils étaient amants, ça c'est leur histoire. Ce qui se passe, c'est que Schlegel va jouer un très grand rôle à Coppet d'abord, et il va surtout être celui qui initie Madame de Staël à l'œuvre de Dante. Ensemble, ils font le voyage en Italie de décembre 1804 à 1805. Ils vont ensemble en Italie. Vous savez que Madame de Staël ramènera ce chef-d'œuvre absolu qui est le roman Corinne ou l'Italie, qui est notamment présenté dans notre exposition. Eh bien, Schlegel, lui, continue à écrire de façon militante des éloges et des réhabilitations de Dante. Voici la première édition de Corinne ou l'Italie, et il est à voir en ce moment. Alors, les dissertations, les conférences de August Wilhelm Schlegel données à Berlin, puis après son retour du voyage en Italie avec Madame de Staël, il les donne à Vienne. L'ensemble de ces conférences, qui paraissent en allemand, vont être traduites ici même, c'est très, très émouvant d'être ici, par Albertine Necker de Saussure. Alors vous voyez, on ne va pas trop les accabler, mais l'équipe des féministes de la ville de Genève, donc c'est la rue du 31 décembre, j'ai été pour vous vérifier, chaque panneau, tout a été enlevé. Il n'en reste pas moins que c'était vraiment une négligence impardonnable de mettre ces dates absolument stupides, 1650-1685. Donc Albertine Necker de Saussure, fille de Horace Bénédicte
de Saussure, le grand savant genevois qui a grimpé sur le Mont Blanc, fille de Jacques Necker Junior, le fils scientifique, botaniste de Louis Necker de Saussure, le frère aîné de Jacques Necker, le ministre de Louis XVI, eh bien, habitait ici. C'est ici même où nous trouvons, c'était évidemment pas le même édifice, que Albertine a traduit les conférences du précepteur engagé par sa cousine, Madame de Staël, en français. Or, vous savez peut-être que De l'Allemagne a été saisi par Napoléon en 1810. De l'Allemagne n'a pas pu paraître. De l'Allemagne a paru avec un tempo de retard. C'est déjà miraculeux que Madame de Staël, dans sa fuite rocambolesque à travers toute l'Europe, a pu sauver un exemplaire de l'Allemagne. Napoléon ne voulait pas que puisse subsister le moindre exemplaire de ce document qui relativisait les qualités de la littérature française et qui, sur beaucoup de plans, remettait en question leur supériorité. Donc le cours de littérature que fait paraître Albertine en 1814 n'est pas préparé par la parution préalable de l'Allemagne. Ce cours de littérature va choquer absolument tout le public francophone. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que le public français pouvait lire en français une destitution de Racine, de Corneille, et au contraire une élévation symétrique de celui qui était considéré comme le chaos gothique personnifié, c'est-à-dire Dante. Et ça, c'est grâce à Albertine Necker de Saussure qui a traduit ces conférences de l'allemand en français, ici même où nous nous trouvons. Donc, Schlegel ne va pas, au contraire de son frère, dévaloriser Dante au profit de la littérature médiévale qui le précède. Il n'en reste pas moins qu'il a préparé une œuvre considérable de réhabilitation de l'ensemble du Moyen-Âge. J'en viens donc à mon troisième auteur, Friedrich Schlegel. Il est un tout petit peu plus jeune que son frère. Il est de 1772 et lui va énormément écrire de façon encore plus engagée que son frère sur la nécessité du romantisme d'être religieux. Deux axes de sa pensée théorique pour la littérature à venir. L'allégorie doit viser à un absolu. On doit s'écarter de la théorie du symbole de Dante, où c'est le symbole qui compte d'abord, avec différentes potentialités d'interprétation. Il y a une espèce de plasticité et d'ouverture du symbole. Pour le romantisme allemand, l'absolu chrétien, l'absolu religieux, est toujours le même, et toute l'allégorie doit tendre vers cette certitude qui ne saurait faire de doute. Donc, Friedrich Schlegel va être encore plus engagé que son frère contre l'athéisme hérité des Lumières, ou disons le risque d'athéisme, et c'est là qu'il est plus radical que son frère. Il ne considère plus Dante comme somme tardive d'un Moyen-Âge révolu et obsolète, mais comme celui qui en révèle l'éminente modernité. Donc, pour lui, Dante n'est que le héros tard venu d'une littérature qui vaut la peine plus que lui-même encore. C'est le Moyen-Âge qui est moderne, et ça n'est pas les héritages bricolés des Lumières qui est en train de s'élaborer à Weimar. C'est le Moyen-Âge qui doit être rendu à lui-même
Et l'artificialité de Dante, l'intellectualisme de Dante, la mise en forme trop rationnelle de Dante fait que cette littérature de la Divine Comédie n'est qu'un produit inférieur à une littérature naturelle, consubstantiellement allégorique, une littérature du Moyen-Âge où, au fond, le mythe et la religiosité et l'allégorie tendant vers les vérités chrétiennes ne faisaient qu'un. Donc, il y a à cet égard, de la part de Friedrich Schlegel, un militantisme intransigeant qui va largement déborder les démonstrations d'histoire littéraire de son frère. La littérature ne s'extrait pas sur quelques ruptures morales de l'obscurité médiévale, l'œuvre de Dante, elle en offre la forme adulte et le symbole rationalisé. Simplement, cette rationalisation, plus l'œuvre de Friedrich Schlegel progresse, plus il la voit comme quelque chose de négatif. Donc, il va beaucoup comparer, c'est pour ça qu'on peut penser à, voilà, le manuscrit dont fait beaucoup état Friedrich Schlegel, qui concerne à la fois le Parsifal et le Wilhelm de Wolfram d'Eschenbach, et d'autre part la chanson de geste en allemand Karl der Große de Stricker. On est vraiment dans l'héritage d'une littérature qui a d'abord été mise en évidence par Johann Jakob Bodmer. Eh bien, on peut penser ici que si Martin Bodmer a lu Wilhelm Schlegel, Friedrich Schlegel, il n'a pu qu'être sensible à ce leitmotiv qui revient sous sa plume de la christianisation de l'Edda, par exemple l'Edda, la grande épopée nordique, tend à son insu, de façon allégorique, vers les vérités de religiosité chrétienne. Et bien de même, il prend toujours l'exemple de la Sibylle. La Sibylle de Virgile, à son insu, pouvait être christianisée, et c'est ainsi que l'entend Friedrich Schlegel. Ce qu'il n'aime pas chez Dante, c'est l'explicitation. Devient lourdement manifeste ce qui est au fond implicite dans une littérature beaucoup plus implicite, beaucoup plus moins manifeste, plus secrète, mais qui était plus substantielle qu'il avait précédé. Donc il va prendre souvent cet exemple de la Sibylle, et vous savez que l'un des monuments les plus importants conservés ici à la Fondation Bodmer, c'est précisément cette Sibylle christianisée que Martin Bodmer a pu acquérir et qui était dans une église gothique. Donc, comparant Wolfram d'Eschenbach à Dante, Friedrich Schlegel n'hésite pas, il va dire que c'est la poésie de Wolfram d'Eschenbach qui est plus puissante, son mysticisme de façon naturelle et instinctive, consubstantielle, est ancré dans l'épique qui le porte. Il n'y a pas, comme chez Dante, à expliciter les choses de façon rationnelle et à les intellectualiser. L'aspiration du romantisme allemand qui vise à l'élévation morale à travers l'allégorie et à cette sublimation spirituelle par l'allégorisation doit s'ancrer dans les chefs-d'œuvre eux-mêmes du Moyen-Âge, les Nibelungen, le Parsifal,
les chansons de geste et enjamber Dante, qui en a pourtant été le héros et le porte-parole. Hein. C'est le message tout à fait paradoxal, moderno-archaïque. Hein. C'est un retour à l'archaïsme, mais parce que l'archaïsme, aux yeux de Friedrich Schlegel, est véritablement promesse de modernité, là où non seulement les Lumières ont fait fausse route, mais là, ce bandage sur une jambe de bois, ce que Goethe est en train d'essayer, de faire un classicisme hérité des Lumières en y rajoutant certaines valeurs spirituelles, tout cela ne tient pas. Il faut retourner à la source de la spiritualité européenne. Voilà. Alors, un mot peut-être pour terminer sur Goethe. On ne pourra pas tout dire sur lui. D'une part, je vous ai dit, sa dérive classicisante l'a obligé à être sévère avec Dante, notamment dans les entretiens avec Eckermann. Il dit de façon explicite que jamais s'il est un bon maître d'Eckermann, qui est son disciple et pas seulement son secrétaire, il ne saurait lui conseiller de lire Dante, que Dante est un poète plein d'obscurité, qui ne pourrait qu'embrouiller un cerveau, et qu'il le déconseille, que c'est un poète qui n'est pas susceptible, son message n'est pas susceptible d'être clarifié, et Goethe fait une analyse sur la faute donnée à des vocables qui cherchent surtout les effets phonétiques, et qu'au fond cela nuit à la clarté de la pensée de Dante, qui est obscurcie par cette mise en valeur de la phonétique avant les autres. Alors ça, c'est le message que Goethe fait un peu passer par son ambition de clarté héritée des Lumières qu'il aimerait apporter au monde germanophone. Il est tout à fait étonnant, là vous avez le Botticelli, donc ce portrait est toujours à 5 mètres d'ici, hein, c'est le deuxième de la trilogie, et pour compléter la trilogie, on a vu Bodmer, on a vu Goethe, vous avez ici le Dante de Botticelli qui est en ce moment montré dans l'exposition. Alors juste un mot pour terminer. En dépit de ce Goethe qui s'est éloigné des frères Schlegel parce qu'il avait cette mission de classiciser, d'offrir un classicisme au monde germanique qui ne pouvait pas rester toujours complexé vis-à-vis du classicisme de Versailles, voilà que Goethe avait son jardin secret, et c'est le Faust II, l'œuvre la plus profuse, la moins claire, dont l'armature et le principe de construction est le moins facile à comprendre. Dante est lumineux par contraste. Hein. Eh bien, nous avons, et c'est une intuition extraordinaire de Martin Bodmer, nous avons les manuscrits autographes du Faust II. C'est aussi l'occasion de dire que Goethe a fait grand cas de ces fresques qui étaient à Pise et que nous montrons par le plus grand des hasards dans l'exposition de Dante tout en bas, puisque vous savez peut-être que c'est le plus grand volume des 150 000 volumes de la collection de Martin Bodmer. Et vous savez qu'ici, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais que Dante est représenté dans les malheureux qui vont aller en enfer, hein, peut-être punis pour avoir du mal de Pise. Eh bien, voilà dans la même galerie du Campo Santo de Pise, la Thébaïde des Anachorètes qui a offert, Goethe s'en inspire explicitement, la toute dernière scène du Faust II. C'est de cette même abbaye qui comporte par ailleurs cette fresque de l'enfer bien connue, l'enfer qui est une réponse
à Dante, puisque nous avons un diable médiéval dans les flammes qui, en quelque sorte, est une réponse au Satan pétrifié dans les glaces de Dante, et vous avez Dante qui ira en enfer, alors que dans sa Divine Comédie, il finit au paradis. Eh bien, c'est dans ce Camposanto, où Dante est explicitement en cause, que l'une des fresques est la source d'inspiration du décor de la scène finale du Faust II. Il y a toutes sortes de personnages, je vous passe les détails. De façon extraordinaire, il y a la Samaritaine au puits qui apparaît là et qui fait une prise de parole extraordinaire c'est la Samaritaine au puits qui s'adresse à qui il revient de dire des paroles quasi conclusives dans le Faust II, et vous savez à quel point la Samaritaine au puits a joué un rôle dans la constitution de la collection de Martin Bodmer. Je voudrais juste conclure sur ces mots qui étaient déjà cités par Martin Bodmer dans son portrait de Dante. Donc il y a Marguerite, elle-même pécheresse repentie, hein, elle a quand même été infanticide, Faust lui a fait un enfant, et puis il avait sa quête de connaissances et de magie noire à approfondir, il ne s'est pas du tout occupé de cet accouchement. En prison, Marguerite a tué son enfant, elle est quand même sauvée, elle est au paradis parce que sa piété l'emporte sur tout. Eh bien, loin d'être contente de son sort, elle a, depuis le paradis, la puissance cathartique de tirer Faust, pourtant lié par un pacte de sang avec le diable, et c'est là qu'il y a ces vers inspirés de Dante de façon absolument explicite, de Béatrice qui s'adresse à Dante lui-même. Je le lis dans l'écrit de Nietzsche. Nietzsche est un de celui qui a fait le parallèle, l'opinion de Dante de Goethe sur la femme, l'opinion de Dante et de Goethe sur la femme, exprimée par le premier en ces vers « Béatrice regardait en moi et moi en elle ». Paradis, deuxième chant vers 22, ce que le second, Goethe, traduisit par « Das ewig Weibliche zieht uns hinan », l'éternel féminin nous attire vers le haut, conclusion du Faust II prononcé par le Chorus Mysticus. Donc, Goethe, alors même qu'il s'est écarté de Schelling et d'une valorisation des temps vifs du Moyen-Âge au profit d'une préférence pour la postérité des Lumières et la construction d'un nouveau classicisme, a jusqu'au bout conservé son jardin secret, et il conclut ce Faust II, qui ne sera publié que de façon posthume, après sa mort en 1749, eh bien, par le Chorus Mysticus. C'est une expression empruntée à Dante lui-même. Vous savez que le cortège des théologiens, à un moment, se fait chœur, et c'est dans l'unisson de ce cercle de chœur, comme dans le petit pentagramme emprunté au Faust, repris par Martin Bodmer, c'est l'unisson des voix des théologiens qui auraient pu être discordantes, mais qui, parce qu'elles sont concordantes, ont des chances d'atteindre la vérité divine. Aucun théologien tout seul ne touche la vérité divine. Eh bien, c'est le Chorus Mysticus qui prononce la vérité ultime, das ewig Weibliche zieht uns hinan, c'est l'éternel féminin qui nous tire vers le haut. Et si on veut, la théorie de la schöne Seele que l'on trouvait rationalisée dans le projet du classicisme weimarien se retrouve ici tout à fait dans une spiritualité qui n'est au fond pas très très loin de celle que partageaient les désormais frères ennemis
du programme théorique du nouveau romantisme. Je vous remercie beaucoup.